Antoine Daniel, que vous connaissez sûrement, youtubeur célèbre pour avoir fait What the Cut quand on était gosse et qui est devenu ensuite un des plus gros streamers de la plateforme à l'international, est aujourd'hui accusé d'être un agresseur sexuel. Faisons un petit peu le point. Déjà, Antoine Daniel, normalement, vraiment, vous voyez qui c'est, mais dans le doute, c'est ce gars-là. C'est quand même, je pense, voilà, top 11 FR, il est dans le top 150 monde. C'est sûrement, je pense, objectivement, une des plus grandes légendes qu'on a en vrai, genre dans le stream game, dans le YouTube game, dans tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à marquer une génération entière de viewers, puis celle d'après, puis encore celle d'après. Donc on est en train de parler vraiment d'un très gros poisson de la plateforme. On est en train de parler vraiment de quelqu'un qui, pour le coup, genre, pèse dans ce game et qui donc vient d'être call out dans un premier temps par un compte qui à la base fait des mèmes un peu shitpostesques, qui s'appelle Botanique le Système, voilà, c'est ça, qui en gros a fait un call-out sous la forme de story qui ressemble à ça. Dans cette story, donc, il y a écrit « Ouais, salut, alors, les mauvaises nouvelles, les petits potes, je viens de recevoir le témoignage d'une abonnée concernant Antoine Daniel. Le mec a été un agresseur quand il vivait à Toulouse et a agressé des filles/femmes de 14 à 20 ans. Donc ça a été le premier, on va dire, gros coup de tonnerre qui a commencé à faire énormément parler de toute cette histoire. Et ouais, c'est un peu nonchalant dans la façon dont c'est écrit, mais bon, après ça raconte de même, hein, donc c'est pas très surprenant. Et donc ça a commencé à lancer, on va dire, une série de témoignages qui ont commencé à émerger sur Twitter à droite ou à gauche. Donc je vous invite évidemment à aller regarder le thread, enfin les stories en entier de ce qu'a fait Botanique le Système pour le coup. Donc moi je suis, enfin il y aurait des trucs à redire, mais franchement c'est pas le grand sujet d'aujourd'hui. Le grand sujet d'aujourd'hui c'est avant tout les victimes et qu'est-ce qu'elles ont dit. Parce que là du coup on n'avait pas non plus une espèce d'immense clarté autour de ce qui se passait, mais les langues ont commencé à se délier un petit peu sur Twitter. Donc on a quelques threads de personnes que je peux évidemment vous repartager. À commencer du coup par celui de Mae, Magical Girl Mae. Donc vous vous rappelez peut-être de moi et de mes histoires de colis perdus, je sais pas. Non, 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 j'ai été victime de lui, je connais d'autres victimes, dont des mineurs, et elles disent la vérité. Ça m'a pris beaucoup de temps de me considérer comme victime, car au final, j'ai un peu échappé au pire quand j'ai compris qu'il me demandait des photos, évidemment en utilisant la fonction message éphémère de Messenger qui venait juste de sortir à l'époque, sinon ce n'est pas drôle. Et ça déjà on aborde un point qui est assez important, c'est que dans les histoires de violences sexuelles, on va repartir un peu des bases, on va revenir sur certains trucs un peu de base. Les gens qui sont habitués de cette chaîne, normalement vous savez déjà ces trucs là, mais on va refaire tout le discours pour tout le monde. C'est normal d'avoir du mal à se considérer comme étant une victime. De par à la fois les dimensions qu'a le patriarcat en règle générale, qui vient faire culpabiliser les femmes autour déjà d'à peu près tout et n'importe quoi, bah en fait quand tu te fais agresser par un mec, souvent les dynamiques qui sont mises en place, c'est des dynamiques de culpabilité. Tu te sens mal parce que t'as l'impression que c'est ta faute. T'as l'impression que c'est toi qui aurais pas dû accepter ça, que t'as laissé la porte ouverte. Sauf que c'est lui qui a mis le pied dans la porte et qui ensuite a essayé d'en profiter, tu vois. C'est pas toi. Mais il y a énormément de dynamiques, de culpabilité lorsqu'on est dans ce genre de relations qui se mettent en place où en fait, quand il t'arrive une merde, la première chose à laquelle tu penses, c'est que c'est de ta faute. C'est classique dans les affaires de VSS. VSS, du coup, c'est pour violence sexiste et sexuelle, pour ceux qui n'ont pas le vocabulaire. Et d'ailleurs, au passage, j'en profite pour vous dire que moi, c'est quelque chose que j'ai notamment vécu à plusieurs reprises dans ma chair. Ce truc de avoir du mal à te considérer toi comme une victime de quelque chose dont tu as évidemment été victime. Et en particulier sur les questions de grooming. Voilà. Moi, quand je me suis fait groom quand j'étais petite, pardon, je me suis dit ah mais en fait c'est ma faute. J'aurais pas dû aller sur tel forum bizarre sur internet, j'aurais pas dû parler avec telle personne, j'aurais pas dû envoyer mes photos, j'aurais pas dû, etc. J'aurais pas dû, et en fait à la fin tu te dis que c'est de ta faute. Ou parfois en fait tout simplement, il y a certains comportements qui sont des comportements de violence masculine ou de violence tout court en fait sexuelle, qui sont tellement normalisés dans la société que t'as l'impression qu'il t'est juste arrivé un truc normal. Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé quand j'étais en école d'ingénieur, où en fait un mec qui agresse une meuf, c'est juste normal en fait, les deux sont bourrés, il lui a mis une main au cul, donc personne ne va venir se plaindre de ça, alors que c'est évidemment une agression. Ouais, chot, c'est un mot du Nord-Pas-de-Calais. Je vous invite évidemment donc à aller voir le thread en entier. Il va évidemment de soi qu'on croit les victimes, qu'on croit les personnes quand elles expliquent qu'elles ont été victimes, qu'on leur fait
confiance par rapport à ça, les gens. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et j'ai l'impression que, à minima, dans la communauté d'Antoine Daniel, ça fait quand même plutôt consensus. L'idée qu'il faut croire les victimes. C'est pas le seul témoignage, c'est pas du tout le seul témoignage. Si vous regardez sur Twitter, vous pouvez en trouver d'autres. J'ai pas envie, je vais pas faire aujourd'hui une immense collection de tous ces témoignages. Sachez simplement que je les ai, hein, genre, mais c'est juste que voilà, j'ai pas non plus envie que ce soit un truc un peu voyeuriste où on fait que cumuler les histoires. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages, que ces témoignages semblent concordants les uns avec les autres, et que ça a l'air de pointer vers la direction du fait que, en effet, Antoine Daniel est un agresseur probable, c'est quasi sûr. Donc, partant de ce constat, évidemment, tout Internet s'est retrouvé remué. Beaucoup de gens ont eu de très mauvais avis, comme on pouvait l'attendre de la part du joueur du grenier, hein, qui n'a jamais été très aiguisé sur les questions de féminisme. Il a évidemment pondu sa meilleure disaster class. On pouvait s'y attendre. Écoutez, je vais pas m'éterniser là-dessus. Voilà, c'est un geek un peu réac, un peu mascu. C'est pas très grave. Voilà, c'est bon. Est-ce que ça vous surprend vraiment que le mec à qui ça posait problème, qui est des noirs dans le Seigneur des Anneaux, réagisse mal quand un de ses meilleurs amis se fait accuser de faire de la violence sexuelle? Moi, personnellement, pas trop. Voilà, même s'il a des petits instants de gauche, ça reste le putain de JDG, en fait, tout le monde. Bref, tout ça pour dire que, évidemment, notre attention va, dans un premier temps, vis-à-vis des victimes. De leur rappeler qu'on les croit et d'attendre aussi de savoir, ce que elles attendent de cette histoire-là. Ce qui peut ne pas être évident, ce qui peut prendre du temps et ce qui peut compliquer, en fait... Enfin, ce qui peut être rendu compliqué justement par le fait qu'un call-out c'est quelque chose de public, où en fait à partir de là, quand tu es une victime et que tu as participé à un call-out public, l'histoire et les conséquences que l'histoire va avoir t'échappent en tant que victime à partir de là, et ça va être un des sujets dont on va parler aujourd'hui. Pour finir un petit peu les différents éléments de contextualisation, Antoine Daniel a donné une réponse sur son Instagram sous la forme de 6 panneaux de texte en story, que de la même façon, je vous invite à aller lire, et que je ne vais pas vous lire tout de suite, car je vais, sinon, m'énerver tout rond. Parce que si il y a bien une énorme disaster class dont il faut qu'on parle aujourd'hui, c'est pas les conneries que peuvent raconter le JDG ou les autres gens, c'est quand même, encore une fois, ce que raconte en premier lieu Antoine Daniel, qui commence par être dans un déni assez profond de sur quoi est-ce qu'il est accusé. Il nous donne quand même une croquette, il dit que le truc des photos c'est vrai, mais donc du coup c'est un truc assez typique, hein, des textes de damage control et de contre-feu vis-à-vis des agresseurs, à savoir dire que le truc le moins grave est effectivement vrai et nier tout le reste, hein, c'est comme quand vous êtes au magasin et que vous voulez voler quelque chose. Bon, vous volez 3 vernis et vous en payez un pour avoir l'air d'être une cliente honnête. C'est un peu la même logique. Dans, du coup, ce texte très très énervant, il y a aussi des dynamiques de minimisation qui sont quand même assez fortes, notamment le mot qu'il utilise pour se caractériser lui-même dans cette histoire, c'est bouffon. En mode, oh là là, j'ai trop été un bouffon. Ce qui est très agaçant, honnêtement. Je vais pas vous mentir, les gens, c'est genre, on t'accuse pas d'être un bouffon, Antoine. Les personnes est en train de te dire, oh là là, t'as vraiment été trop un bouffon, hein. Ah, c'est trop. Ah ouais, ah, trop triste. Non, t'as été un agresseur, en fait. C'est ça, enfin... Genre le bouffon égale goujaterie, franchement on n'en est pas si loin que ça. Ensuite il y a aussi des éléments de défense un peu gaze autour des questions d'argent qui sont vraiment pas très intéressantes. Il y a aussi une espèce d'énorme contre son camp, parce qu'en fait au début il explique qu'il a préféré prendre son temps pour écrire ce message et pour trouver les bons mots, sauf qu'il a sorti le truc 48 heures après le call-out, et qu'au milieu de son message il nous explique qu'en fait il sait pas d'où ça vient, il sait pas qui, quand, quoi, comment, il a fait aucune recherche et t'as l'impression que ça ne l'intéresse pas. Il parle à peine des victimes, c'est vraiment un texte de contre-feu. C'est vraiment un texte de damage control. C'est une vidéo sur fond blanc en fait, mais sous la forme d'une story Instagram, tout le monde. Qu'on se mette bien d'accord. Genre, c'est une défense qui est pas mal désastreuse. Il aurait quand même pu avoir la finesse d'esprit de prendre un peu plus de temps avant de balancer une dinguerie pareille. Mais il faut croire que sa carrière et ses angoisses par rapport à sa carrière sont un petit peu trop importantes à ses yeux, ce qui est, de toute évidence, très agaçant. Donc, il nous explique ensuite qu'il a été, encore une fois, vraiment trop un bouffon. Et un autre truc qui va m'énerver, une autre dimension de ce texte qui va vraiment
m'énerver et dont j'ai envie de parler, c'est la dimension féministe un peu facile de ce texte. Parce que nous, ça va quand même faire un long moment que dans les milieux beaucoup plus politisés, notamment moi, je viens d'une forme de féminisme, le féminisme matérialiste, dans laquelle, en fait, la question de toi, ta formation féministe personnelle, c'est pas ce qui est central, si tu veux. Alors que dans tout l'argumentaire de Antoine Daniel, vous voyez que c'est quelque chose de central. Et moi, j'en ai vraiment marre que des mecs qui se font call-out pour des affaires glauquissimes d'agression sexuelle viennent nous expliquer en 4 cas que, d'accord, peut-être que j'ai agressé des femmes, mais ça m'a permis de devenir une meilleure personne. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus safe. Alors merci à mes victimes, sans lesquelles je n'aurais pas pu devenir à ce point une meilleure personne. Et ce genre de discours, moi j'avoue que je n'en peux plus, d'accord ? Le féminisme, c'est pas du dev perso, d'accord? C'est pas du putain de développement personnel. L'objectif, c'est pas de faire de vous des petits féministes qui sont parfaitement déconstruits et qui du coup sont safe et qui du coup en fait ne vont plus jamais agresser de femmes, d'accord? Le problème, c'est pas vous en tant que personne dans votre individualité de comment est-ce que vous vous êtes bien formé sur les questions féministes. Je vais pas vous mentir, on s'en bat les couilles, hein, parce qu'à la fin, il y a quand même des victimes. Donc, moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve, ce genre de justification, c'est pas du die and retry. Exactement, parce que genre au final, désolé, mais à la fin, le mec du coup il s'en sort en disant c'est bon, je suis devenu une bien meilleure personne, et t'as 5 ou 6 meufs qui sont traumatisées quoi, enfin au bout d'un moment c'est fatigant. Et moi j'en ai plein le cul en fait, qu'on vienne systématiquement remettre en question les personnes dans leur essence, ou lorsque le mec se fait agresser, il vous dit non, vous inquiétez pas, je suis une très bonne personne, de toute façon, je ne suis pas attiré par telle personne, je ne suis pas attiré par les mineurs, je ne suis pas attiré par les personnes jeunes, nanani, nanani, nanana. Alors déjà, premièrement, c'est compliqué de te croire, et deuxièmement, bah, figure-toi que ça tombe bien, la plupart des personnes qui font de la violence sur des personnes mineures ou sur des personnes sur lesquelles elles ont l'ascendant, ce qui les intéresse, c'est pas spécialement de bander l'idée que c'est des enfants, hein. C'est le rapport de force qu'ils peuvent entretenir avec elles. C'est le fait de pouvoir les dominer, le fait de pouvoir les agresser et qu'elles ne pourront plus jamais rien faire derrière. Et que derrière, tu peux avoir un pouvoir sur elles. C'est ça, en fait, le cœur de la question. Donc, désolé, Antoine Bébou, si jamais on remet en question le fait que tu sois une bonne ou une mauvaise personne, en fait, c'est pas la question. Écoutez, on s'en branle. Ce qui est important, c'est les faits. C'est est-ce que des personnes sont traumatisées? Est-ce qu'on a plusieurs témoignages de personnes qui n'ont rien à voir entre elles, qui se corroborent? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut catégoriser déjà de plus factuel. Deuxièmement, je suis sûr que des gens vont venir me casser les couilles avec le fait qu'il est de bonne volonté et que dans son espèce de thread, il est sincère. Et que donc, c'est pas du damage control, que ça serait pas un contre-feu, parce qu'en fait, eh ben, il est sincère. Peut-être que, voilà, il a pas fait exprès d'utiliser des arguments de gros violeurs, parce qu'en fait, il a paniqué, et qu'en fait, bah, il a peur, et qu'en fait, il se fait harceler, et qu'en fait, je sais pas quoi. Mais en fait, au bout d'un moment, les gens, on s'en fout de savoir c'est quoi son mindset lorsqu'il a écrit ça. On s'en fout de savoir s'il est sincère, s'il ment, s'il croit à ce qu'il raconte. On s'en fout. D'accord? Ce qui compte, c'est ce que le texte a comme effet. Et l'effet concret de ce texte, volonté ou pas volonté, c'est de faire du damage control. C'est de chercher des excuses, de décrédibiliser la parole des victimes et d'essayer de sauver les meubles. Qu'il l'ait voulu ou pas, à la fin, c'est ça que ça fait. C'est ça que ça finit par donner. Donc, on est dans un cas qui est ultra classique de un mec connu se fait call out et du coup, t'as plein de gens qui vont commencer à essayer soit de le soutenir, soit de machin, et bref, attendez, 2 secondes. Je me reconcentre parce que je me suis énervé. Ce qui m'intéresse, c'est comment on peut aider les victimes maintenant, et justement, on va revenir là-dessus. On va parler un peu de tout ça. Et on va parler de tout ça à l'aide d'un triangle, tout le monde, qui est le triangle des mauvais avis. Est-ce que ça vous dit? On explore un petit peu quelles sont les 3 plus grosses disaster class que vous pouvez produire, qui sont sur à peu près tous les différents grands angles. Bref, je vous présente le triangle des mauvais avis en cas de call-out autour de questions de violence sexuelle. Vous avez donc les mascus pas de preuves, qui sont très certainement et de loin
les pires gogoles dans cette histoire, ça vraiment, il n'y a vraiment pas à en douter, c'est vraiment les plus gros débiles. On a ensuite les prophèmes, brûlez vos idoles, tous les hommes sont mauvais, méchants profondément, il faut tuer les hommes, couper leur la bite, qui est aussi un très mauvais avis, effectivement. Et ensuite on a un autre avis qui est tout à fait catastrophique, qui est mais non, en fait, anti-cancel, il faut rien faire, laissez-le avoir une carrière, parce qu'en fait, nous, on est contre le cancel, car nous sommes contre la répression, car c'est ça, la justice transformatrice. Bon, qui est en fait un avis bien désastreux aussi, hein. Je vais pas vous mentir tout le monde, c'est quand même un gros avis de merde de quelqu'un qui n'a pas du tout compris c'est quoi la justice transformatrice. Donc, prenons-les point par point, avis par avis, pour que vous compreniez comment essayer d'avoir un avis qui n'est pas aussi désastreux que ces trois-là. Alors déjà, les mascus, pas de preuves. Ça, déjà, dans un premier temps, qu'ils aillent se faire foutre, hein. Je veux dire, la question des soi-disant preuves à l'intérieur des trucs de violence sexuelle, genre, c'est une des raisons pour lesquelles la justice est particulièrement défaillante par rapport à toutes ces histoires-là. C'est parce qu'en fait, eh ben, figurez-vous que la violence sexuelle, c'est un peu comme le harcèlement, c'est hyper difficile de le démontrer et de le prouver, donc allez vous faire foutre en fait. C'est-à-dire que quand il y a d'un seul coup des dizaines de personnes qui se mettent à avoir le même témoignage alors qu'elles ne s'étaient jamais parlé avant, eh ben, c'est déjà plutôt un bon indicateur de la véracité du truc. Deuxième point, bon, quel intérêt de faire un call-out sur Antoine Daniel? Je veux dire, qu'on vienne pas m'expliquer que ce serait soi-disant pour attirer l'attention. Aucune victime n'est jamais devenue une star ou une personnalité publique grâce au fait qu'elle ait été une victime. Faut arrêter avec ça. Donc c'est pas une question de ce genre de truc. Il y a vraiment, genre, à part avoir de grandes chances de niquer ta vie, de te faire bouffer, genre, dans ton quotidien, et ce genre de truc, ça n'a aucun intérêt concret, matériel, de call out Antoine Daniel et d'avoir un témoignage contre lui, hein. Genre vraiment les gens, c'est-à-dire que ça ne peut vous apporter littéralement que des problèmes, ça n'a aucun intérêt, c'est juste purement courageux de faire ça. Genre il va falloir être capable de se mettre un petit peu face à la réalité des choses. Parce que bon, les gros hommes là, bien masculins, qui sont dans le lourd réel et qui mettent en avant le fait que c'est des gros hommes très courageux, et bah figurez-vous que dénoncer un agresseur publiquement, c'est extrêmement courageux. Il va peut-être falloir mettre un petit peu genre les yeux en face des trous par rapport à ça, hein, d'accord? Bref. Premier avis, ça me semble être le plus évident qu'il est désastreux. Les mecs qui ne croient jamais les femmes parce qu'ils pensent que les femmes sont manipulatrices, qu'elles sont là pour attirer l'attention, que les femmes, voilà, en fait elles détestent les hommes parce que voilà, c'est des femmes. Bah ils peuvent quand même un peu les se faire enculer. Ça me semble être l'avis le plus évident en termes de mauvais avis. Deuxième avis, qui est un mauvais avis, comme vous pouvez le voir ici, c'est l'avis prophème brûlez vos idoles gays. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, concrètement, les gens qui sont en mode... Non mais, en fait, ils sont tous comme ça, hein. Quand est-ce que vous allez, enfin, ouvrir les yeux sur la masculinité? Brûlez vos idoles, ils sont tous, forcément, intrinsèquement, monstrueux. Alors, moi déjà, je trouve que c'est un avis qui est extrêmement cynique. Bah non, désolé de continuer de croire un peu en l'être humain et de pas me dire que toutes les personnes sont des personnes absolument horribles, qui ont des casseroles horribles au cul. Désolé hein, de continuer à être comme ça. Ensuite, autre problème par rapport à ça, c'est que bah ça sert pas à grand chose. Je suis désolé, genre ça sert vraiment un peu à rien de tenir ce genre de discours quoi. À la fin, finalement, tu te concentres quasiment que sur les agresseurs. Tu finis par parler quasiment que des agresseurs. Tu finis par avoir un angle qui est donc quasi purement punitiviste. Et je vais pas vous refaire le grand déroulage de précisément pourquoi est-ce que le punitivisme est un problème et de pourquoi est-ce que de juste se positionner sur un angle moral de qu'est-ce qui est bien et de qu'est-ce qui est mal et de se contenter de condamner ce qui est mal sans jamais chercher à remettre en question les trucs concrets, enfin les dimensions genre matérielles, concrètes qui sont en œuvre à l'intérieur de notre société et qui permettent ce genre de violence. Et du coup alors qu'est-ce qu'il y a comme problème derrière le discours pro-femme, brûlez vos idoles, nanani nanana, je sais pas quoi. Bon alors déjà c'est que c'est un discours qui a tendance à essentialiser pas mal, on va dire, la masculinité. En résumant le problème à et c'est la faute des hommes, bah c'est un peu facile, si je puis me permettre. Genre, est-ce qu'on peut quand même essayer de regarder les choses un peu plus en profondeur? Genre, c'est pas juste un homme, c'est un mec qui est connu dans des dynamiques précises. C'est un mec qui est blanc
aussi, c'est un point qui est important. Parce que, bah, par exemple, quand tu fais un call-out sur un mec blanc, c'est pas pareil que quand tu fais un call-out sur un mec racisé, la vérité. Tu vas t'en prendre 15 000 fois plus plein la gueule et les gens vont beaucoup moins te croire si jamais tu fais un call-out sur un mec blanc. Et si toi-même, t'es pas blanche, bah, c'est encore plus compliqué. Genre, c'est pas un problème de masculinité toxique. Et le problème, c'est pas les hommes, d'accord. Qu'on se mette bien d'accord au bout d'un moment. Je pense qu'un truc qui est important à dire et à rappeler, c'est que le patriarcat, c'est un système qui englobe toute la société, hein. Les femmes participent au patriarcat. Les femmes structurent le patriarcat. Prenez la question, par exemple, de la putophobie. Le fait de dire que les meufs sont des salopes, bah, c'est quelque chose qui est quasiment porté par des meufs, hein. Genre, le fait de dire que telle autre meuf est habillée comme une salope et ce genre de truc, c'est aussi fait par des mecs. Mais c'est porté par tout le monde, pour le coup. Et il va falloir sortir de cette espèce de misandrie complètement débile, d'autant plus que, moi, une dimension qui m'énerve, derrière ce truc-là, de brûler vos idoles, tous les hommes, c'est que du coup, ça te ferme aussi à comprendre le fait qu'il y ait des gens que ça touche. Parce que je suis désolé, mais au bout d'un moment, c'est normal que des gens soient paumés. C'est normal qu'il y ait des gens à qui ça brise le cœur. C'est normal qu'il y ait des gens qui suivaient Antoine Daniel, qui étaient fans de lui, qui avaient un parasocial avec lui, qui étaient peut-être des dépressifs en fait, à qui le stream d'Antoine Daniel, c'était un des rares trucs qui faisait du bien, des gens qui le suivent depuis des années, et il va peut-être falloir arrêter de se moquer d'eux, d'être méprisant avec eux, voire de leur dire qu'ils sont qui sont des dégénérés, qui sont en train d'encourager des violeurs et que de toute façon ils sont du même côté que eux et que du coup c'est presque aussi grave que eux. Écoutez, ils ont le droit d'être perdus, hein. Ils ont le droit d'être un peu paumés, genre les viewers de Antoine Daniel, qui sont pas forcément les gens les plus politisés, les gens les plus formés sur les questions du féminisme, qui sont pas forcément... Et de toute façon, quand bien même les gens qui sont politisés, ils ont été tout aussi débiles quand on a eu des gens de gauche qui ont été concernés par des affaires de violence sexuelle. Donc on a vraiment des leçons à donner à personne, d'accord. On a vraiment des leçons à donner à personne pour le coup. Et genre ouais, arrêtez d'aller chercher des screens sur son Discord et de vous prendre la tête et de commencer à être en mode genre oh là là, pire communauté, les choufins, internet, mascu, machin, l'hypocrisie, je sais pas quoi. C'est bon, stop en fait. C'est des gens qui viennent d'avoir quelqu'un qui est important dans leur vie, à qui il se passe un truc de merde. Genre, ayez le minimum d'empathie qu'il faut avoir pour les gens qui tombent de haut. C'est pas parce que vous êtes cynique et que vous avez un rapport aux choses où plus rien ne vous surprend et où vous ne ressentez plus aucune émotion et où les affaires de violence sexuelle vous en touchent une sans faire bouger l'autre. Écoutez, si vous êtes désensibilisé à ce point, j'ai envie de dire c'est votre problème. Mais il y a des gens qui ont encore le droit d'être touchés. Il y a des gens qui ont encore le droit de ressentir des choses par rapport à ça. Et c'est normal, d'accord. J'allais dire, et c'est ok. Mais c'est vrai en plus. C'est vraiment ok. Genre, c'est aussi des gens qui parfois sont jeunes. C'est des gens qui vont avoir des moves qui sont un peu cons. Qui vont avoir des mauvais avis. Et écoutez, c'est pas grave. Autre dimension qui est problématique. Du côté des Jean-Michel, brûlez vos idoles, il faut respecter le féminisme et qu'il faut que tous les hommes se forment pour arrêter d'être problématiques. C'est que bon, déjà, cette vision-là des choses, elle ne permettra pas de sortir des violences sexuelles. Ça, je vous le dis. Genre, de façon transparente, c'est pas parce que on va faire de l'éducation auprès des hommes, un par un, pour leur expliquer que c'est très très mal d'être misogyne, qu'on va résoudre le problème et mettre fin au patriarcat. Parce que ce qui sous-tend les violences sexuelles, c'est le patriarcat dans sa globalité. C'est pas en allant regarder les gens un par un et en faisant de la très très bonne éducation populaire qu'on va réussir à protéger les femmes. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que ce n'est pas la solution en fait. Ça ne fonctionnera pas. Autre problème en plus de ça, ça va vraiment faire de vous des espèces de chevaliers blancs. Parce que du coup, à partir de là, ça devient des gens qui sont des espèces de canceleurs fous et qui du coup décident de devenir des genres de justiciers absolument insupportables. Et soit c'est des Jean-Michel, je te l'avais bien dit, soit c'est des gens qui sont en mode genre, enfin, qui cherchent absolument à montrer à quel point c'est des alliés et à quel point eux, ils sont pas problématiques, que tout ce que ça finit par faire, c'est faire lever un sourcil de soupçon sur ce que eux-mêmes, ils ont à se reprocher, et de pourquoi est-ce que c'est à ce point d'éprouveur. Autre problématique, qui pour le coup est une problématique qui est à prendre en compte, qui est importante de la part des victimes, mais lorsqu'on explique justement que une des plus grandes violences et une des plus grandes difficultés, quand t'es une victime qui fait un call-out, qui fait une dénonciation publique sur une personnalité, une des plus grandes difficultés, c'est que le narratif t'échappe. Les gens en prennent possession et les conséquences de ta dénonciation publique vont également t'échapper. Et les Jean-Michel Chevalier Blanc
sont aussi responsables de ça. Et pour le coup, là, ils vont contre l'idée de permettre à la victime de pouvoir correctement évoluer par rapport à son propre traumatisme et par rapport à ce qu'elle a vécu. Parce que, en fait, quand toi, t'es une victime, t'as pas forcément envie qu'il y ait 50 000 connards qui décident de devenir les justiciers du féminisme et qui décident d'aller harceler n'importe qui ne va pas globalement dans le sens que eux ils s'imaginent que tu veux que les choses elles aillent. En fait, vous êtes en train de leur voler leur pouvoir là. Genre, vous êtes en train de leur prendre leur pouvoir politique. Vous ne savez pas ce qu'elles veulent. Vous êtes en train d'agir sans le concert de personne. Et c'est pas une bonne chose. C'est pas quelque chose qui fait aller les victimes mieux. Genre, potentiellement, vous êtes en train de même, genre, dévier le truc et le transformer en quelque chose de naze. Genre, moi, par exemple, un truc qui m'a vraiment énervé, et ça, j'en avais déjà parlé avec d'autres histoires de violences sexuelles, mais un autre truc qui m'a vraiment énervé, c'est que j'ai vu des gens sur Twitter, par exemple, dire oui, oui, il est cancel, regardez, ça a été un connard avec moi, il m'a ghost. Oui, oui, regardez, un jour il m'a très très mal parlé, etc., etc. Et on parle pas de toi là. Ça fait chier que tu te sois fait ghost, hein. Genre, mais c'est peut-être pas le moment d'en parler là. C'est peut-être pas le moment où c'est à toi de tirer la couverture. Je sais pas, genre on est en train de parler de violence sexuelle, tu vois. Il y a peut-être laisser la place aussi aux gens, hein. Ça c'est aussi un autre problème quand tu dénonces une personnalité publique, c'est que tous les gens qui l'aimaient pas, tous les gens qui avaient une dent contre lui, en fait, bah ils vont littéralement instrumentaliser ce truc-là, soit à raison, parce que parfois, bah écoute, la personne c'est un prédateur, il faut réussir à genre faire en sorte qu'elle perde de son pouvoir, soit oui, vous êtes en train justement d'essayer de régler vos comptes, vous êtes en train de régler vos comptes à vous là, et c'est pas ça qu'il faut faire, hein. Genre c'est même un peu, je trouve, bizarre d'utiliser l'opportunité que vous offre la dénonciation publique d'un mec que vous aimez pas pour vous en... Enfin, c'est bizarre, c'est bizarre. Et encore une fois, genre, vous n'avez rien à foutre des victimes dans cette histoire. Donc ça, c'est le problème des mauvais avis, des Jean-Michel, brûlez vos idoles, il faut éduquer les hommes. Ça, voilà, c'est quand même, ça reste un très mauvais avis parce que, bah, fondamentalement, c'est pas ça qui va diminuer la violence sexiste et sexuelle dans la société, en fait. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça peut même aller contre la volonté des victimes. Donc, un PB. Troisième mauvais avis, qui est le mauvais avis, je dirais, le plus récent en termes d'avis qu'on a pu commencer à voir, parce que bon, bah, c'est un mauvais avis qui a un lien donc avec la justice transformatrice. Attendez, vous voyez pas bien parce que c'est derrière moi. Voilà, la justice transformatrice et les questions d'anti-répression. Et alors là, moi je vais les mettre encore en colère. Parce que, bah, il s'avère que moi, précisément, je suis plutôt une meuf qui vient de la justice transformatrice. Parce que si vous ne le saviez pas, dans les milieux trans, queer, et aussi dans les milieux où on fait des luttes antiracistes, bah, c'est là qu'on a créé la justice transformatrice pour précisément pouvoir gérer des questions de violence sexiste et sexuelle au sein de nos communautés sans passer par la justice bourgeoise institutionnelle. Parce que cette justice bourgeoise et institutionnelle n'est pas efficace. Et donc on va définir c'est quoi la justice transformatrice, on va faire un point, vous inquiétez pas. Concrètement, la justice telle qu'elle est aujourd'hui, l'institution de la justice, les tribunaux, les juges, tous ces trucs-là, on part du principe, quand tu es normalement anti-punitiviste, anti-carcéraliste, qu'elle ne fait pas son travail de justice. La justice institutionnelle ne cherche pas à rendre justice pour les victimes. Elle cherche à punir les coupables, ce qui n'est pas pareil. Et partir du principe que punir la personne qui serait coupable de quelque chose, en vérité, c'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui émerge d'une histoire, qui est historiquement construit. Ça vient entre autres de la morale chrétienne aussi, hein. En vrai, ça sort pas de nulle part. Et c'est une vision des choses qui sous-tend l'idée que justice a été rendue si telle personne qui a commis quelque chose à payer. Sauf que, en fait, on se rend compte que cette justice, non seulement ne rend pas vraiment justice, c'est-à-dire que même quand t'as, une personne qui, par exemple, a, tué quelqu'un de ta famille et que cette personne a été emprisonnée pendant 20 ans, est-ce qu'on peut vraiment dire que justice a été rendue? Donc déjà, ça, c'est un truc qu'on pourrait poser sur la table et se poser vraiment la question, sincèrement, de est-ce que, par exemple, une peine de prison, c'est vraiment de la justice? Bah, c'est pas si sûr. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Autre problématique dans la justice institutionnelle, c'est qu'il y a plein de cas où, en fait, ça ne marche pas. Genre, prenez la question du coup des violences sexuelles, normalement, ça, vous le connaissez, hein. Comment fonctionne la justice, c'est absolument pas adapté pour traiter les questions de violences sexuelles.
Genre, pour le coup, la justice ne fonctionne pas sur ça, les statistiques sont juste absolument monstrueuses. Il y a quelque chose comme moins de 10% des femmes qui portent plainte pour les agressions et pour les violences sexuelles qu'elles vivent, et sur ces 10%, tu dois avoir, genre, pareil, un pourcentage hyper faible de femmes qui finissent par avoir gain de cause. Alors, soit toutes les femmes sont des menteuses, ce qui n'est pas vrai, soit la justice fait mal son travail, ce qui est quand même beaucoup plus probable. Donc la justice en tant que telle, déjà, c'est un énorme problème. Autre souci de la justice institutionnelle, et de la justice, entre grosses guillemets, populaire, c'est qu'elle ne s'abat pas sur les personnes de la même façon. La justice, qu'elle soit institutionnelle ou populaire, s'abat systématiquement sur les personnes les plus marginalisées, les plus vulnérables dans la société, beaucoup plus fort. Si jamais vous accusez un homme blanc, célèbre et riche d'être un agresseur sexuel, beaucoup de gens vont vous remettre en doute. Surtout si vous êtes une femme, surtout si vous êtes racisé, surtout si vous êtes sexisé ou si vous êtes trans ou ce genre de choses. Ça va être très compliqué pour vous. Par contre, si vous êtes un mec blanc ou une femme blanche et que vous accusez un mec noir ou une femme trans, ça va être beaucoup plus simple. Et là, tout le monde va lui tourner le dos et elle va se faire cancel et ça va marcher. Donc en fait, c'est une justice à deux vitesses. Qu'elle soit populaire ou institutionnelle, à la fin, c'est les minorités qui trinquent et c'est les personnes qui sont en position de privilège qui finissent par pouvoir s'en sortir. Au final, ça revient à opprimer les minorités. C'est comme l'idée d'aller harceler les gens en ligne. Vous pouvez trouver ça hyper légitime comme méthode de politique à des moments. En attendant, ça s'abattra toujours plus fort sur les personnes racisées. Genre, nous, les personnes marginalisées, on va toujours prendre beaucoup plus cher. Pour rien. Juste par le simple fait d'être marginalisé dans ces histoires-là. Donc, la justice institutionnelle et traditionnelle, un énorme problème. En fait, à plein de niveaux. Donc, en fait, les communautés trans et les communautés noires, particulièrement aux États-Unis, mais pas que, ont tenté de mettre en place d'autres visions de la justice. Ont tenté de mettre en place d'autres façons. Et à ce moment-là, t'as plein d'écoles à l'intérieur de la justice dite transformatrice. Et nous, on va s'intéresser plutôt, on va dire, à l'école française. Hein, c'est-à-dire que nous, comment est-ce qu'on pense les choses aussi chez nous, même si en vrai, c'est une vision qui est quand même assez internationale, de ce qu'est la justice transformatrice. La justice transformatrice, donc, c'est un changement de paradigme. Où en fait, on arrête de voir simplement deux acteurs dans cette histoire. On arrête de voir simplement agresseur et victime. On prend aussi en compte un troisième acteur qu'on va appeler simplement aujourd'hui la structure. Et structure, ça peut être quelque chose de très concret. Genre par exemple, comment est-ce qu'est organisée une entreprise, comment est organisée une boîte, c'est une structure. Comment t'es organisé au sein de ta famille, c'est une structure. Un couple entre deux personnes, c'est une structure. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de comment est-ce que on interagit et on relationne et on s'organise au sein de notre monde. C'est ça quand on parle de structure. Et donc en fait, la justice transformatrice retourne un petit peu la question par rapport à la question punitiviste et va chercher à faire trois grandes choses. La première étant d'accompagner la victime. C'est ce qui est le plus important. Et accompagner la victime, et ça c'est un point qui est très important à comprendre dans la justice transformatrice, ça ne veut pas dire juste lui donner les pleins pouvoirs. Ça ne veut pas dire, tiens, victime, tu as tous les pouvoirs absolus et tu peux faire absolument tout ce que tu veux et c'est génial. C'est pas ça, hein. Parce que les gens qui ont été victimes de violences sexuelles, de façon très fréquente, très souvent, et ça c'est parole de militante, ce qu'ils ont envie, dans un premier temps, c'est de tuer l'agresseur. Et vous n'allez pas tuer l'agresseur, d'accord? Donc vous n'allez, et de toute façon, vous n'allez pas le faire. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà parce que vous n'êtes pas des meurtriers, j'espère. Et ensuite, parce que elle-même, genre même si c'est ce qu'elle veut sur le coup, ben il vaut mieux pas quand même que quelqu'un meure à cause de sa décision, qu'elle ait cette responsabilité-là. En fait, donner des pouvoirs infinis à la victime, c'est juste lui donner beaucoup trop de responsabilités, putain. Genre, moi, cette année, j'en ai déjà pas mal parlé en stream, j'ai été victime de violences sexuelles au sein de mon groupe de potes. Mon meilleur ami a essayé de me violer. Pour ceux qui me connaissent pas, voilà, c'est un fait, c'est ce qui s'est arrivé. Et le fait que tout le monde attendait que je donne mon avis pour savoir quoi faire, mais c'est horrible. Genre, t'as pas envie, quand t'es victime, que tout le monde attende que toi, tu décides ça va être quoi la vie de ce mec? T'as pas envie? Surtout que toi, t'es dans un rapport qui est contradictoire. C'est genre un ami de longue date, quelqu'un qui est très précieux pour toi. T'as pas envie de détruire sa vie, et en même temps, faut que tu fasses attention à toi. Et en fait, c'est extrêmement compliqué. Donc, quand on parle d'accompagner la victime, ça ne veut pas dire juste, genre, lui donner les pleins pouvoirs. Non, accompagner la victime, ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais c'est super important. Accompagner la victime, ça veut aussi dire lui donner l'espace pour qu'elle puisse être
injuste. Faire en sorte que la victime, elle puisse avoir envie que son agresseur, il meure. Parce que c'est pas à elle de faire la justice. Elle en a déjà assez vécu, elle a déjà assez fait. C'est déjà la victime, ne lui en demandez pas plus, par pitié. Il faut qu'elle puisse être injuste, il faut qu'elle puisse prendre le temps de donner son témoignage comme elle veut, et ça passe par, désolé, mais ne pas passer son temps à essayer de faire la justice, à essayer d'être un chevalier blanc sur Internet, et ça passe pas par tous les trucs dont on a parlé juste avant, au bout d'un moment. Donc, premier grand axe de la justice transformatrice, c'est ça. Deuxième grand axe de la justice transformatrice, c'est accompagner l'agresseur. Aussi, évidemment, ça veut pas forcément dire le punir, mais parfois, ça veut quand même dire le punir. Et c'est là où les anti-rap justice transformatrices débiles sont des gros cons. C'est parce qu'il y a plein de gens, et ça, moi, ça m'énerve, plein de gens qui pensent que la justice transformatrice, c'est l'inverse du cancel. Je sais pas d'où ça l'est ressorti. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont décidé ça, mais c'est complètement con. Anti-rap, c'est anti-répression. C'est genre, t'es con. La justice institutionnelle, c'est ce dont je parlais juste avant, contre aussi la police, au passage. Mais alors, déjà, premièrement, on va clarifier, ça veut dire quoi cancel ? Ça veut rien dire, d'accord ? En fonction de à qui vous parlez, et en fonction de qui vous parlez, cancel, ça veut pas dire la même chose. Genre, un cancel, ça peut très bien vouloir dire on boycotte quelqu'un, on boycotte ses productions, on boycotte son contenu. Ça peut aussi vouloir dire, cette personne, on va l'ostraciser, genre on va la mettre à l'écart des autres gens. Ça peut vouloir dire plusieurs trucs. Si vous parlez d'une personne qui est dans un milieu militant, qui n'est pas connu ou qui est dans un groupe de potes, bah cancel cette personne, c'est pas pareil que de cancel une personnalité publique. Ça veut un peu rien dire. Donc faut qu'on utilise des termes un peu plus précis. Et pour moi, les termes un peu plus précis par rapport à ça, c'est le terme d'ostracisation et de déplatformage. Le fait de déplatformer quelqu'un. Déplatformer quelqu'un, ça peut rentrer dans la justice transformatrice. Ça veut dire quoi déplatformer quelqu'un ? Ça veut dire lui enlever son pouvoir médiatique qui lui permet d'avoir un discours qui fait du damage control, qui lui permet en gros de s'en prendre à la victime indirectement en remettant en question sa parole, qui lui permet aussi du coup d'avoir du pouvoir sur d'autres gens. C'est quelque chose qu'on dit dans la justice transformatrice. Quand une personne, elle a des soutiens qui soient financiers, qui soient médiatiques ou qui soient politiques, eh ben parfois il faut la déplatformer parce qu'en fait accompagner un agresseur, ça veut pas dire le mettre en prison. Ça veut pas dire lui mettre une grosse punition. Ça veut dire faire en sorte qu'il agresse plus personne après. Et ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire que si tu penses ta punition comme juste un geste purement moral, ça sert à rien. Dans la justice transformatrice, quand on met une sanction, on se pose la question de pourquoi. Pourquoi vis-à-vis à la fois de la victime et donc aussi vis-à-vis du troisième grand axe de la justice transformatrice, accompagner les victimes, accompagner l'agresseur, et ensuite réfléchir à comment la structure a permis à la violence d'exister. Et qu'est-ce qui, au sein de cette structure, rend aujourd'hui compliqué la libération de cette parole, et le fait qu'on puisse en parler correctement. Et remettre en question notre organisation, notre façon d'en parler de ces sujets-là, et remettre en question, à proprement parler, la société, enfin la structure société ou les modes d'organisation dans lesquels on évolue. Et ça, c'est un point important. Et c'est pour ça qu'on parle de justice transformatrice. Dans la justice transformatrice, tu vois la crise, c'est bizarre à dire, mais c'est vrai, comme une opportunité. Une opportunité de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans le système qui a permis à cette violence-là d'arriver. Parce que, qu'on se mette bien d'accord, la violence dont on parle depuis le début, à savoir un mec connu sur internet, que ce soit avant qu'il soit connu ou pendant qu'il était connu, a commis de la violence sexuelle, et bah c'est une histoire qui fait système. C'est une histoire assez banale. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Sans pour autant, remettre en question le caractère, on va dire, exceptionnel du truc, parce que le mec est une resta. C'est une star, donc nécessairement, l'histoire prend des dimensions qui sont hyper spécifiques, mais en tant que telle, une histoire de revenge porn, c'est une histoire hyper classique. C'est une histoire qui est une histoire quasi malheureusement banale au sein du patriarcat. Et donc, il faut le voir comme ça. Et en fait, ça ne veut pas dire que ça diminue la gravité de ce qui s'est passé. Ça veut juste dire qu'il se passe des choses dramatiques, des choses très graves, de façon banale. Et la question qui ressort du coup, évidemment, après que je vous ai parlé de tout ça, c'est du coup, d'accord, ok, troublante. Super. Maintenant que t'as dit ça, réfléchissons les trois axes de la justice transformatrice. Et c'est là que vous voyez que du coup les gens qui opposent juste, pour finir quand même sur mon triangle, c'est là que vous voyez que les gens qui se contentent d'opposer justice transformatrice et cancel,
c'est des débiles. Ils comprennent pas que, bah, parfois, la justice transformatrice, elle a besoin du call-out. Elle a besoin du cancel. Aussi, en fait. Ou parfois, justement, la justice transformatrice, c'est pas magique. C'est pas un truc qui marche à tous les coups. Elle peut aussi échouer. Et parfois, bah, quand elle échoue et qu'elle ne peut plus être possible, ben, il reste ce qui reste. Le tribunal populaire, tout ce que vous voulez, les questions de cancel, ce genre de trucs. Et on peut plus invoquer la justice transformatrice. Je veux dire, la justice transformatrice, c'est vraiment, je veux dire, un truc qui s'applique au sein de communautés, qui a d'abord été réfléchi pour protéger les personnes racisées et sexisées qui ont commis des horreurs, qui ont commis des saloperies, parce que ça peut paraître bizarre de se dire on veut les protéger, mais en vrai c'est important. À l'origine, la justice transformatrice, ça servait pas à défendre les agresseurs blancs qui s'en sont pris à des gens plus vulnérables qu'eux. Hein. À l'origine, la justice transformatrice, c'est pour se poser la question de, d'accord, comment est-ce que je fais, par exemple, si j'ai une meuf trans qui est une violeuse? Si je la mets devant le tribunal et qu'elle finit en prison, elle va se faire torturer et violer par ses codétenus parce qu'elle va être mise dans une prison pour hommes. Donc comment je fais pour quand même avoir la justice, que quand même au sein de notre communauté, on puisse continuer à vivre et on puisse avoir des gens qui se sentent en sécurité et qui puissent vivre en sécurité sans avoir peur de se faire violer, sans passer par la justice institutionnelle. Parce que la justice institutionnelle, elle va violenter, basiquement, surtout les noirs, les arabes et les trans, quoi, concrètement. Pas que, hein, les handicapés aussi, etc., 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 mais je vous donne les plus grands axes. C'est à ça que ça sert. Ça sert pas, c'est pas un machin, c'est pas un outil qui sert à défendre les violeurs. Et c'est là où, genre, il faut vraiment faire bellec avec cette opinion anti-cancel, bas du front, bébête, en fait. Parce que regardez, genre, là, les mascus pas de preuves, vous êtes du côté des agresseurs. C'est pas nouveau, vous êtes au courant, vous êtes conscient de ça. Vous êtes du côté des mecs qui agressent, écoute, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bon, les pipoufrofèmes brûlent vos idoles quand c'est leur fou, ils se pensent du côté des victimes, alors que pas tant que ça, et au final ils font surtout du bordel, et c'est compliqué. Mais au moins, ils sont pas du côté des agresseurs, tu vois. Quand t'as un mauvais avis sur la justice transformatrice et l'anti-répression, le risque que tu prends, c'est de défendre des violeurs, en te prétendant progressiste, de gauche, féministe. C'est quand même un sacré piège. Faut quand même vraiment faire bellec. C'est pas des avis que tu sors de ton trou de ton cul comme ça, juste pour dire arrêtez de cancel les gens. Hein. Genre, le risque que tu prends, il est quand même énorme. Genre, c'est pas juste oh je donne une petite opinion comme ça sur internet et puis c'est tout hein. Non 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 hein. Là tu potentiellement nourris et fais grossir des structures qui violentent les femmes. C'est pas rien. T'es quand même en train de jouer littéralement avec le feu hein. Quand vous parlez avec les collectifs qui font justement de la justice alternative, parce qu'en vrai c'est pas un truc, déjà oui au passage c'est pas un truc qu'on improvise hein. La justice transformatrice. C'est un truc qui se fait via des cellules de médiation où il faut avoir plusieurs personnes qui prennent le truc en charge. Tout ne doit pas être public précisément parce que c'est des dynamiques qui sont importantes dans ces moments-là. Je veux dire, c'est compliqué à mettre en place la justice transformatrice. Ça demande un vrai rapport concret à l'organisation. C'est pas juste une théorie politique. C'est avant tout une pratique. D'accord ? Donc, juste partir du principe que la justice transformatrice, ça serait la théorie de l'anti-cancel, vous avez rien compris, hein. Vous avez rien compris. Là, vous allez juste donner des balles à des prédateurs pour se défendre, en fait, avec vos conneries. Donc, faites bellec. Et si ça vous dérange pas de potentiellement prendre le risque de faire ça, écoutez, là, je commence à avoir un peu un problème avec vous. Et donc, vient la question maintenant de comment tout ce que je viens de raconter s'applique au cas Antoine Daniel. Et comment ne pas tomber dans le triangle des débiles. C'est pas facile. Mais alors, déjà, premièrement, ce que je viens de vous expliquer, c'est que la justice transformatrice, ça demande un cadre. Ça demande des éléments qui sont de toute évidence pas là pour pouvoir le faire aujourd'hui. Donc, faut revenir sur des trucs un peu plus basiques. Et aujourd'hui, le résumé un peu basique de ça, c'est soutenir les victimes. C'est de les croire. Parce que là, ce qui se passe en termes de dynamique concrète, c'est c'est ce qui arrive à chaque fois, la remise en question de la parole de la victime. Si nous, à notre échelle, on reprend quand même c'est quoi les objectifs qu'on est censé avoir, le premier, c'est d'accompagner les victimes. Ça veut dire leur laisser l'espace
pour qu'elles puissent continuer à témoigner. Ça veut dire les croire. Ça veut dire leur donner un espace dans lequel elles peuvent s'exprimer, même si elles sont injustes, même si elles sont pas sûres d'elles, même si elles sont dans des souvenirs qui sont douloureux, qui sont des souvenirs traumatiques, qui sont des souvenirs sur lesquels ils sont difficiles à mettre les mains dessus. Il va falloir rester à leur écoute. Ça reste la base, je suis désolé. Pour ce qui est d'accompagner les agresseurs, bah écoutez, oui, il faut déplatformer Antoine Daniel. Aujourd'hui, on le sait, ce qui lui a permis d'être violent comme ça, c'est le pouvoir qu'il a. C'est le pouvoir qu'il a en tant que streamer, c'est le pouvoir qu'il a en tant que personnalité publique, c'est le rapport de force qu'il entretient avec des femmes. On pourra jamais lui enlever d'être un homme, on pourra pas lui enlever d'être riche, on peut déjà lui enlever ça, donc c'est déjà une chose à faire. Moi ça me semble être un peu la base, dans un premier temps quand même, les gens, je suis désolé, hein. Enfin, là le mec, dans les faits, actuellement, il est dangereux. Et j'ai pas confiance en lui, surtout pas après la réponse qu'il nous a donnée dans son espèce de thread sur Instagram. Clairement, je ne lui fais pas confiance. Je pense qu'on en est tous là. Et la question de la réhabilitation, parce que c'est une question qui peut se poser, elle ne se pose certainement pas maintenant. C'est parfaitement indécent que de parler de réhabilitation maintenant. C'est un énorme problème. Tous les gens qui font ça, c'est pas le sujet. Genre, c'est une... La réhabilitation, c'est la fin de l'accompagnement. C'est pas le début. Donc voilà, sur la partie accompagnement de l'agresseur, je pense que c'est assez clair. Et ensuite, sur la question de qu'est-ce qu'on peut réfléchir en tant que structure, bah là c'est compliqué les gens, parce qu'on est sur des structures qui sont quand même... qui nous dépassent vachement. Genre, désolé, mais moi je ne suis pas proche d'Antoine Daniel, ni des structures dans lesquelles il évolue. Je suis pas une de ses amies. Je suis pas... je sais même pas... Enfin, je l'ai jamais rencontré le mec, tu vois. Genre, j'ai dû le voir un jour quand j'étais en convention à la Japan Expo, quand j'avais genre 13 ans, c'est tout. Enfin, c'est-à-dire que moi, à proprement parler, sur, on va dire, les structures les plus proches de Antoine Daniel, les gens... Enfin, moi, je peux déjà faire un peu quelque chose parce que je suis streameuse. Donc déjà, j'ai un peu plus d'agentivité parce que j'exerce le même métier que lui et que du coup je peux parler je peux parler à son public un peu comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Vous en tant que viewer, à part ce que je vous ai dit, le déplatformer et donc exercer une forme de boycott, ben vous pouvez pas faire grand chose hein, tout le monde. Je suis désolé hein. Va falloir arrêter et c'est là où genre il va falloir arrêter d'harceler n'importe qui sur internet et sur Twitter parce que quelqu'un est pas d'accord ou parce que quelqu'un a un avis qui vous dérange. Parce que désolé de le dire, mais ça sert à rien. Vous êtes en train d'aider personne. Hein. Si vraiment cette histoire, elle vous bouleverse, si cette histoire, elle vous secoue, il y a des assauts féministes. Parce que le problème de fond de cette histoire, c'est ce que je vous ai dit, c'est la banalité. C'est le fait que ce soit une violence banale, une violence dans la société patriarcale. Donc ce que vous pouvez faire à minima, c'est déjà être à l'écoute des victimes autour de vous. Parce que vous en avez forcément. Parce que là, dans mon chat, on est 778. Il y a forcément des victimes. Beaucoup de gens qui ont besoin de gens pour les croire. Beaucoup de gens qui ont besoin qu'on les écoute. Beaucoup de gens qui ont ce besoin-là. Si vraiment vous voulez faire quelque chose par rapport aux agresseurs, faites quelque chose. Il y a des moyens de militer dans le patriarcat, contre le patriarcat. Il y a des moyens de militer, il y a plein de façons de faire. Il y a des assos, il y a du militantisme en ligne, comme ce que moi je peux faire. Il y a de l'organisation collective en fait. Donc non, on fait pas rien. Surtout pas. Mais il y a des questions à faire, il y a des choses à faire. Mais là, vous, en tant que personne, par rapport à Antoine Daniel, il n'y a pas grand chose que vous pouvez faire. Hein. Et la plupart des trucs que vous pouvez faire, ça risque de mettre des bâtons dans les pattes aussi pour que les victimes, justement, puissent avoir leur espace pour s'exprimer, justement. En fait, il faut le déplatformer. Il faut, genre, ignorer ce mec et accepter une partie de votre impuissance. Il va falloir vous, au sein d'organisations, pas juste vous, dans votre individualité, former sur les questions féministes, mais essayer de faire avancer la question plus largement, en fait. Ça me semble important. Et l'autre truc aussi que je vais dire, au-delà du fait que là, aujourd'hui, encore une fois, on est 780, il y a forcément beaucoup de victimes dans le chat. Vous en avez une face à vous. Il y a aussi des agresseurs. Hein. C'est ce que je vous ai dit dans la banalité du truc. C'est que là, dans les gens qui m'écoutent, il y a des gens qui ont des choses à se reprocher. Et s'il y a des gens aujourd'hui qui ont des choses à se reprocher dans mon chat, qui entendent ce que j'ai à dire là aujourd'hui, qui sont en train d'écouter ce que moi je dis, eh ben, vous, ce que vous pouvez faire, c'est déjà essayer de réparer auprès de votre victime, plutôt que de juste garder ça dans un coin obscur de votre tête, dans une espèce de votre petit jardin secret. Et l'autre truc qui serait horrible à faire, c'est de dire, bon, tant pis, il est trop tard pour cette personne, mais moi, ça m'a permis de devenir une meilleure personne. Essayez de réparer, c'est la moindre des choses. C'est vraiment la moindre des choses. Donc voilà, normalement, ça devrait déjà être beaucoup plus clair, ce que vous pouvez faire et ce que vous avez à faire. Ce que vous avez à faire, donner de l'espace aux victimes, les écouter, les croire, essayer d'aller de l'avant par rapport à ça. L'agresseur, tenter de lui enlever ce qui lui permet d'être un agresseur. Et
Ensuite, si vraiment vous voulez avancer sur les questions de violence sexuelle, il va falloir faire du féminisme. Il va falloir le faire bien. Ça veut dire pas juste lire 3 bouquins et penser que vous êtes safe. Il faut remettre en question les structures. Comment réparer une VSS? C'est des questions qui sont compliquées. Moi, par exemple, je me suis fait agresser par... C'est du cas par cas. Déjà à la question, réparer une VSS, ça dépend. Ça dépend de la personne, ça dépend de la victime, ça dépend de l'agresseur, ça dépend du contexte, ça dépend de tout. Je vais prendre mon cas perso. Et je dis pas que c'est un cas universel, bien au contraire. Je prends mon cas perso pour vous montrer à quel point ça peut être spécifique. Moi, je me suis fait agresser par un de mes meilleurs amis, si ce n'est mon meilleur ami. J'ai essayé de le call-in, ça veut dire d'en parler avec les gens à l'intérieur de notre cercle social. Ça n'a pas marché, il a re-agressé quelqu'un. Donc on a fait un call-out, et il a perdu tout son cercle social, et ça l'a ostracisé. On peut pas parler de déplatformer, c'était pas un mec qui était connu. Il a été ostracisé. Mais moi, en tant que victime, qu'est-ce que j'ai perdu ce jour-là? J'ai perdu mon meilleur ami. J'ai perdu des trucs qui seront irréparables. J'ai des terreurs nocturnes, j'ai des traumatismes, j'ai du mal parfois à me coucher dans mon lit parce que c'est là où c'est arrivé. Ça, c'est des trucs qui sont durs à réparer et ça va pas être au rôle de l'agresseur de le réparer. Et heureusement que c'est pas à lui de le réparer. Parce que pareil, genre faut pas non plus penser que la réparation... Ça, c'est un autre truc aussi, il faut sortir de cette trick-là parce que ça, c'est un truc qui vient de la justice punitive. Penser que c'est au coupable de réparer ce qu'il a fait, non. En fait, c'est au collectif. Moi, par exemple, ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour réparer ce qui m'est arrivé, c'est que on m'aide à avoir un suivi psy. C'est que j'ai un accompagnement de la part de mes proches pour que ces trucs-là puissent être réparés. Et à ce moment-là, c'est pas à mon agresseur de réparer la VSS. C'est pas à lui d'avoir ce pouvoir-là. J'ai pas envie qu'il ait le pouvoir de savoir si je vais être guéri ou pas, de savoir si je vais être réparé de ce qu'il a fait ou pas. C'est à mes amis, c'est à mes proches, c'est à mes structures à moi de faire cet accompagnement-là pour tenter de réparer la VSS. Sauf que, dans mon cas spécifique à moi, il s'avère que un des trucs que j'ai perdu, c'est un ami. Et que j'ai pas envie. Moi, j'ai envie que ce pote à moi, on puisse rester potes, après ce qu'il a fait. Ça peut paraître aberrant, mais écoutez, quand vous avez aimé quelqu'un en profondeur pendant 7 ou 8 ans, mais vraiment en profondeur, un des humains que vous aimez le plus au monde, et qu'il a fait ça, bah moi, j'ai pas envie de le résumer à ça. J'ai pas envie que l'entièreté de sa personne soit réduite à ce qu'il a fait ce jour-là. Et du coup, c'est une forme de réhabilitation. Et moi, de fait, je veux qu'il soit réhabilité auprès de moi. Là où, de manière... Souvent, la réhabilitation, ça se pose même pas dans la question de retourner exactement dans ton cercle social de base. Hein. Réhabiliter un agresseur, souvent, justement, il y a besoin qu'il soit ailleurs, il y a besoin qu'il déménage, il y a besoin qu'il soit pas dans les cercles de sa victime, parce que sinon, en fait, elle peut plus exister dans ces cercles-là. Donc réhabiliter, ça veut pas juste dire revenir comme avant, exactement pareil. Hein. Ça, c'est un autre truc aussi que les gens ont du mal à comprendre derrière la question de la réhabilitation. Mais du coup, moi, dans mon cas précis, on se pose la question de la réhabilitation et on est en train de faire ce travail. Parce que moi, j'ai pas envie de perdre mon pote. Et figurez-vous que bah, souvent, dans les questions de violence conjugale, bah, la femme, elle aime aussi beaucoup son mari. Et qu'en fait, des dynamiques de culpabilité, ça peut aussi justement t'empêcher de faire un call-out, quoi. Parce que parfois, t'as de l'amour pour ton agresseur, t'as de l'amour pour la personne qui t'a fait quelque chose d'horrible, très souvent même. Et du coup, t'as peur de parler de ce qu'il t'a fait, parce que t'as peur des conséquences que ça va avoir sur lui. Ça reste réel. Moi, je l'ai connu, ça, je l'ai vécu. Et ça veut pas dire ne pas le faire. On est trahi que par ses proches? Bah, un peu, ouais. Donc moi, dans mon cas spécifique, tu vois que ça prend une dimension très particulière. Si le mec qui m'avait agressé, c'était pas un de mes meilleurs amis depuis des années et des années, si c'était juste un gars que j'avais rencontré genre 5 mois plus tôt, bah évidemment j'aurais juste voulu qu'il disparaisse pour toujours et à jamais de ma vie, et ça aurait été ça mon désir, et j'en aurais rien eu à foutre de sa réhabilitation, ça aurait été le problème d'autres gens, mais ça aurait clairement pas été mon problème. Genre moi en tant que victime... j'ai le droit de demander à ce que le gars disparaisse de mes cercles où j'existe, parce que sinon, en fait, je fais des crises de panique. Et à ce moment-là, la question de la réhabilitation, elle ne se serait pas posée de la même façon. C'est pour ça que c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, et ça dépend beaucoup, non seulement de la volonté des victimes, mais pas que. Ça dépend aussi de, en vrai, la bonne volonté de l'agresseur. Pour de vrai. Et ça dépend aussi des structures, à quel point est-ce qu'elles sont soutenantes. Parce que si tout le monde remet en question la parole de la victime et que personne ne la croit, bah vous vous doutez bien que tout ce que je viens de raconter, ça tombe à l'eau. Donc, c'est une question compliquée. Et là, littéralement, enfin, il y a des trucs sur lesquels, par rapport à des affaires comme celle d'Antoine Daniel, ou par rapport à des affaires qui concernent des stars, vous pouvez pas savoir. Déjà, je trouve que c'est compliqué, là, tout de suite, aujourd'hui, à l'instant T, pour que les victimes, elles puissent sereinement s'exprimer. Les conditions sont pas tout à fait réunies. Donc, le max que nous on doit faire, c'est de créer ces conditions-là. Ça, c'est ça doit rester notre principal horizon, notre principal cap. C'est pas notre histoire. Bah, il y a aussi de ça, ouais. Par contre, cette histoire, elle peut vous aider à comprendre d'autres histoires.
qui sont les vôtres par contre. Genre, parfois ça peut aussi vous aider à savoir, à comprendre que vous-même vous avez vécu de la violence. Ça peut vous aider à comprendre qu'il y a de la violence autour de vous. C'est ce que je vous disais. Genre, si vraiment cette histoire elle vous a secoué et que ça vous prend la tête, eh ben soyez féministes. Et soyez des féministes concrets. C'est-à-dire pas juste donneurs de leçons. Parce que juste être féministe, donneur de leçons, ça sert à rien. C'est ce qu'on passe notre temps à raconter ici. Juste essayer de se positionner pour être un mec mieux que les autres mecs, bah au final t'es juste en train de jouer exactement la même compétition chelou que les mecs ils ont en permanence entre eux. Sauf que tu le fais sur des valeurs de gauche, ce qui n'est pas mieux. Au final, t'es en train juste de jouer à qui a la plus grosse bite de féministe, tu vois. Ça sert à rien, genre stop. T'es pas là pour montrer que t'es le plus pur et le plus moral et le plus féministe en fait. Tout le monde s'en branle. D'accord? Je pense que j'ai dit la majeure partie des choses que je voulais dire aujourd'hui autour de cette histoire. Et du coup, de comment éviter que vous soyez dans un de ces trois angles de ce triangle. Parce que bah j'attends mieux de vous. Genre, ça va quand même faire pas mal de fois qu'on me parle de tout ça, mine de rien. Encore une fois, il y a eu Elidia Fougou, il y a eu l'affaire Zawa Prod, il y a eu... Enfin, les affaires s'enchaînent, donc j'aimerais bien, nous, qu'on soit un peu une voix qui change quand ces trucs-là, ils arrivent. Parce que j'en ai marre que ce soit tout le temps pareil, que ce soit tout le temps les mêmes débiles qui ont tout le temps les mêmes mauvais avis. J'espère, je crois que c'est ça la meilleure chose que j'ai à faire moi aujourd'hui. Et on va pas passer notre vie à faire à parler de cette histoire, voilà. On n'est pas psychodélique. On n'est pas là pour réacter à du drama, pour tenter d'avoir gratté du buzz ou ce genre de choses. On est là pour essayer d'avoir une bonne opinion, qu'on a réfléchi avant, sur un sujet qu'on maîtrise. Parce que pour le coup, désolé, mais les VSS, on connaît, et nous on l'a réfléchi aussi à l'échelle de notre collectif, et dans notre collectif, encore une fois, des gens qui ont participé à des médiations autour des questions de violence sexuelle, et ben on en a au moins 3. Donc je nous fais quand même confiance pour essayer d'avoir un avis un peu concret et un peu pertinent sur ces sujets-là. Donc j'espère quand même que ça change un peu et que ça fonctionne. Voilà, parce qu'on n'est pas là encore une fois pour pour faire des leçons de morale. On n'est pas là pour dire que telle personne est une merde ou que telle communauté est un problème. Genre on est là pour réfléchir un peu concrètement parce que nous on veut vraiment que ça s'améliore. On veut vraiment que les choses elles s'améliorent et on aimerait vraiment que les femmes puissent se sentir un peu plus en sécurité quoi. Déjà parce que premièrement bah je suis une femme et j'aimerais bien me sentir un peu plus en sécurité. Surtout que moi, ça fait 1 an et demi que je suis là, que j'évolue dans des milieux où une personne sur deux que je rencontre, une personne sur deux avec lesquelles il faut que je travaille, s'avère être un putain d'agresseur. Et ça me fait flipper. Pour moi. Aussi, de façon égoïste, je reconnais. Mais pas que. Aussi pour d'autres personnes, pour leurs viewers, pour un tas de gens, et pour mes proches, et pour tous les gens que je connais qui ont vécu ce genre de violence. Et on va conclure. On va conclure là-dessus, tout le monde. Peut-être avant ça, peut-être on se pose 5 minutes pour clarifier des choses, si des choses n'étaient pas claires pour certaines personnes. Si vous avez des questions, s'il y a des moments, genre ce que j'ai dit, ça vous a perturbé, si vous aimeriez approfondir un sujet en particulier, je pense que c'est le moment pour vous aussi de... On est très nombreux ce soir. Plein de gens, ils n'ont pas l'habitude de me voir. Plein de gens, je pense, me découvrent aujourd'hui avec ce que je raconte. Donc, parfois, moi, je peux dire des trucs où ça me paraît évident parce que ça fait des mois qu'on en parle ici et que pour vous, ça vous paraît peut-être un peu compliqué ou un peu... peut-être, je sais pas. J'en sais rien, en fait. Je suis pas une meuf très expérimentée. Hein. Moi, ça fait que 1 an et demi que je suis streameuse, encore une fois. Donc, hésitez pas, c'est votre moment. C'est le moment un peu FAQ. Je pose mon message, alors j'ai une question importante. Est-ce que croire le témoignage des victimes égale condamner les agresseurs à partir du moment où il y a un call-out? En fait, c'est là où justement je t'ai dit qu'il faut sortir de cet automatisme dans laquelle en fait, genre, il y a forcément une condamnation morale, où il y a forcément une question derrière qui se pose instantanément. Genre, croire une victime, ça veut avant tout dire, genre, croire en sa sincérité. Croire, parce que parfois, en vérité, la mémoire traumatique, c'est compliqué. Pour être une meuf polytraumatisée, je peux te dire que moi, parfois, certains de mes souvenirs de certaines de mes agressions, ils sont pas clairs. Ils sont pas clairs. Et moi-même, quand je parle, parfois, je suis pas 100% sûr des événements tels qu'ils se sont déroulés. Mais à ce moment-là, faut quand même me croire. À ce moment-là, faut quand même être à mon écoute. Il faut quand même, genre, faire confiance en ma sincérité. Salut, c'est la troublante du montage, et je me suis dit que c'était un bon moment pour préciser un truc que je dis pas à ce moment-là dans la vidéo, mais qui est quand même aussi un truc qui est à prendre en compte. C'est aussi l'idée que lorsqu'il y a beaucoup d'agresseurs ou de potentiels agresseurs qui font des témoignages pour tenter de démentir les accusations, c'est aussi quelque chose au passage auquel on peut pas avoir une confiance absolue. Dans le sens où, moi, c'est un truc que j'ai déjà vu d'expérience, mais il y a beaucoup de mecs, quand tu les mets face à leurs actes et face au fait qu'ils ont été des agresseurs, ils s'en rendent pas compte ou ils s'en souviennent pas. Parce que pour eux, à ce moment-là, c'est pas forcément clair. Ça peut paraître absurde hein, quand t'es un peu formé en féminisme, mais
plein de mecs, c'est pas forcément clair qu'à tel moment, ils ont une attitude qui est un problème, et donc, en fait, ils vont pas s'en souvenir. Et en fait, lorsque, du coup, tu as un mec qui dit non, j'ai jamais fait ça, bah, parfois, juste, il s'en souvient pas. Et c'est quelque chose aussi qu'on peut prendre en compte, en fait. C'est quelque chose dont, d'ailleurs, on parle quasiment jamais, alors que c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Moi, encore une fois, genre, je connais vraiment des mecs qui ont agressé des meufs, des trucs vénères, hein, tu vois, genre, mais en fait, quand tu leur dis, ils te disent ah ouais putain je me rappelle pas comme ça. Soit parce qu'il était bourré, dans un état second, il lui est arrivé une merde, c'est un truc. Genre il y a plein de raisons qui font qu'en fait la mémoire des victimes déjà, comme ce que je disais juste avant, elle est pas hyper fiable à tous les niveaux parce que bah en fait la mémoire traumatique c'est quelque chose de compliqué. Mais en fait la mémoire des agresseurs c'est aussi quelque chose qu'on peut remettre en question. Voilà, ça me semblait important de le préciser ici quand même. Je dis pas que c'est le cas 100% du temps, que c'est tout le temps ça, que c'est la seule explication, nanani nana. Je dis juste que c'est un truc à prendre en compte. C'est un paramètre important. Et moi, d'expérience, c'est quelque chose que j'ai déjà vraiment observé. Perso, j'ai du mal parce que tout dépend de qui est le call-out. J'ai des réserves, personnes racisées, des sœurs trans et autres. Ah oui, par exemple, tu vois, typiquement, sur la question de. C'est bien que tu me fais dire ça, mais sur la question de croire les victimes, il faut aussi comprendre que c'est pas pareil de croire quelqu'un qui te dit que Antoine Daniel est un agresseur et quelqu'un qui te dit que telle meuf trans ou tel mec noir est un agresseur. Parce qu'il y a des dynamiques, il y a des dynamiques racistes et il y a des dynamiques transphobes qui sont en jeu, qui sont importantes. De fait, un des biais racistes principal et important dans la société, c'est que les noirs sont des violeurs. Une des accusations transphobes centrales et principales, c'est qu'on serait des violeurs et des pédophiles en puissance. Donc, lorsque quelqu'un te dit un truc qui correspond très exactement au cliché raciste ou au cliché trans, oui, augmente ton niveau de vigilance. Et ça veut pas dire, pareil, c'est pas pareil croire une victime et croire une rumeur. La victime, t'es en train de croire son témoignage, t'es pas en train de croire le telle personne a dit que telle personne a dit que telle personne a dit, tu vois. C'est pas pareil. Et il faut aussi être capable de comprendre cette distinction-là, quoi. Genre, c'est pas pareil d'avoir un mec qui a des rumeurs qui traînent, mais que t'as aucune victime sous la main pour te témoigner quoi que ce soit, ou que peut-être que même elle-même elle a pas envie de témoigner quoi que ce soit. Et d'ailleurs, souvent, les call-out faits sur mes sœurs trans, si vous creusez, bah, une fois sur deux, il n'y a pas de victime. Genre, c'est quelqu'un qui dit on m'a dit ça, et ensuite elle aurait été MB-phobe avec moi, donc cancel. C'est-à-dire que c'est pas très sérieux, quoi. Qu'est-ce que tu penses qu'il y aurait à faire au lieu de sa story éclatée? Bah alors, déjà, il aurait dû prendre plus de temps. Il aurait dû prendre beaucoup plus de temps, se mettre à l'écart et vraiment réfléchir. Ensuite, le minimum, c'est qu'au lieu de parler alors que justement il ne sait même pas précisément de qui il s'agit, de quoi il s'agit, parce que c'est un truc qu'il dit dans son message. Il dit je suis même pas au courant de précisément ce qui m'est reproché. Bah, peut-être que avant d'ouvrir ta gueule, du coup, ce serait bien de le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être un travail à faire qui n'est pas un travail public que lui aurait pu faire. Il aurait peut-être pu s'intéresser aux victimes. Là, il a juste cherché à se justifier. Il a juste cherché à se protéger, lui et sa petite carrière. Dans tout son message de con, il n'y a pas un mot pour les victimes. À part dans les premières phrases, il remet en question leur témoignage, genre, direct. La boutique, toujours la boutique. Bah, en vrai, oui, hein. Enfin, il y a aussi le côté, voilà, le mec, il protège sa boutique, quoi. Il en vit, il a peur de perdre son gagne-pain. Et ce qui est une pensée de con, hein, parce que bon, Antoine Daniel est riche, et s'il arrête le stream, il sera pas moins riche. Hein. C'est bon, il possède une boîte de prod. Tout le monde, tout va bien pour lui. Il a des actifs, il a des passifs, il a tout ce qu'il faut. C'est bon, il est en sécurité. Hein, d'accord? Moi, j'ai même un peu du mal, justement, et ça m'énerve qu'il ait paniqué à ce point, alors que le mec est à ce point à l'abri. Et ça, c'est un truc qui m'énerve beaucoup chez la plupart des agresseurs qui se font dénoncer. C'est leur niveau de panique, alors que c'est bon, ça va. Genre, redescends, je te rappelle que t'es un absolu dominant. Je sais pas, genre, tu sais, t'es un mec blanc, cisgenre, hétéro, chou fin, célèbre et riche. T'es littéralement au sommet de la pyramide. On parle de déplatformer, mais concrètement, la seule personne qui décide si Antoine Daniel est platformé ou pas, c'est lui-même. Il y a un constat d'impuissance vis-à-vis de la structure même de Twitch. Bah oui et non, dans le sens où bah on peut quand même rendre ça plus compliqué pour lui. Ça, c'est notre pouvoir en tant que masse. C'est-à-dire que bon, effectivement, on ne peut pas déplatformer Antoine Daniel du jour au lendemain. On peut essayer. Et on peut y participer. Genre, on n'a jamais réussi à déplatformer Dirty Biology, tu vois. On a quand même essayé. Et on a réussi à minima à l'ostraciser. Ce qui est mieux que rien. C'est quoi choufin? Choufin, ça veut juste dire... c'est les geeks qui ont fini par devenir hégémoniques
C'est tout ce qui est ouais, What the Cut, Antoine Daniel, joueur du grenier, jeuxvideo.com, les fans de Camelot, tous les gens qui ont grandi, je sais pas, avec Dragon Ball, Senseiya, enfin, Choufin c'est Link the Sun, c'est Mathieu Sommet, c'est Noob, c'est plein de trucs comme ça quoi. Ouais, mais à un moment, tout n'est pas une question d'argent. Si tu estimes être sali dans ta réputation, c'est compréhensible de vouloir réagir. Ouais, enfin, entre être sali dans ta réputation et tenter de silencier des victimes de violences sexuelles, je suis désolé, mais effectivement, pour moi, la prio passe sur éviter de silencier des personnes qui seraient mes victimes, tu vois. Genre, désolé, mais il aurait pu attendre un peu de temps pour tenter de justement avoir une parole publique par rapport à ça réputation. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quoi, d'autant plus que, désolé, mais c'est une espèce de story justificative complètement gaze. Ça sauve pas sa réputation, hein. Ça le fait juste passer pour un turbo-agresseur en puissance. Un peu leur opinion. De toute façon, dans ces cas-là, il n'y a aucune réponse qui marche. Même la meilleure réaction du monde serait taxée d'hypocrisie. Entre parenthèses, je pense que sa réponse est nulle, mais j'ai le sentiment que ça peut pas être autre chose. Peut-être disparaître est la meilleure option, je sais pas. Bah en fait, disparaître, c'est une option. Enfin, genre, je suis désolé, mais il aurait pu prendre plus de temps, tout le monde. Genre, au bout d'un moment, le fait que rien que ça soit un doute pour vous, l'idée que le mec, il aurait juste pu prendre plus de temps pour réagir, et que lui-même, même de son simple point de vue, genre en tant que personne, en tant qu'individu, même en ayant de l'empathie pour lui, genre en mode, je suis empathique avec Antoine Daniel quand je dis qu'il aurait dû attendre. Je pense aussi à lui, à ce moment-là, il aurait juste dû fermer sa gueule, réfléchir, essayer de contacter les victimes, essayer de voir ce qu'il peut faire pour arranger les choses, plutôt que de instantanément sauver sa réputation. Genre, s'il avait attendu, on l'aurait accusé d'esquiver. Mais je veux dire, de toute façon, on l'aurait accusé de plein de trucs. Moi, mon problème, d'accord les gens, c'est pas lui, comment est-ce qu'il se sent et de quoi est-ce qu'on l'accuse. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement. Et ce qui se passe concrètement, c'est que 2 jours après s'être fait accuser, il a publié un message dont les premières phrases sont « Je nie tout ». Ça, c'est un problème. Je m'en bats les couilles de savoir de quoi est-ce qu'on l'accuse. Je m'en bats les couilles de savoir comment est-ce qu'il se sent. Je m'en bats les couilles de savoir c'est quoi son état d'esprit à ce moment-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi les conséquences concrètes de son message. Les conséquences concrètes de son message, c'est une tentative de silencier et de remettre en question la parole des victimes. Ça, c'est réel. Ça, c'est l'impact concret. Je m'en fous de savoir comment il se sent. Je m'en fous de savoir si lui, nanani, nanana. Et genre, je suis désolé, mais même si c'est un mensonge, eh ben, il aurait quand même raison d'attendre. Même si c'est un mensonge, il aurait quand même raison de laisser le temps aux choses de se décanter un minimum et de revenir avec quelque chose de plus solide que juste « Ouais, je suis pas attiré par les enfants, j'ai trop été un bouffon hein. !» Genre sérieux, si c'est ça que vous défendez, parce que c'est ça son message, hein. C'est genre « Ah, j'ai trop été un bouffon hein. !» Et en fait, je suis pas si red flag. Genre, pour vous, ça, c'était obligatoire, genre. Ah bah, il fallait protéger sa réputation, il fallait bien faire du ouin-ouin, hein. C'est claqué comme réponse, genre. Déjà, rien sur la question du call-out, mais vraie question, comment on fait quand on a été agressé par une meuf trans, que tous ses ex ont aussi été victimes, et que tu veux call-out pour éviter d'autres victimes, mais que tu veux qu'elle se retrouve exclue et tout. Contacte soit une cellule de médiation qui est d'une association qui s'occupe de faire de la médiation dans les situations de violence sexistes et sexuelles. Et si tu connais pas les datas et si tu n'as personne, si t'es vraiment perdu par rapport à ça, je peux que t'encourager à te rapprocher des assos trans, de l'organe de solidarité trans, parce que moi c'est celle que je représente, mais pas que, parce qu'on n'est pas partout, pas encore, mais on n'est pas partout. Tente de te rapprocher des orgas qui pourraient t'aider. Si les orgas locales ne peuvent pas t'aider parce que en fait la meuf en question est importante au sein de ces orgas locales, tu peux aller chercher de l'aide dans d'autres orgas, tu peux aller chercher des organismes nationaux aussi qui peuvent t'aider dans ce cas-là. Et en fait, dans ces situations-là, on peut toujours faire de la justice transformatrice tant que ça n'a pas été genre call out. Essaye de voir ce qu'il est possible de gérer dans ces délais-là. Si la personne, elle est aujourd'hui, actuellement, tout de suite, un danger pour d'autres et que tu peux pas l'arrêter et que t'as aucun moyen de la protéger, enfin de protéger ses victimes et que t'as pas le choix, justice punitive. C'est horrible, mais à ce moment-là, justice punitive. Le call-out empêche la justice transformatrice. Un peu, ouais. La justice transformatrice, en fait, c'est ce que je disais au début, le call-out fait que tout échappe. L'histoire devient publique, tu n'as plus aucun contrôle sur les conséquences, sur les tenants, les aboutissants, sur le narratif, tu perds complètement le contrôle sur tout.
et les conséquences te dépassent et donc tu peux pas faire de justice transformatrice parce que tu contrôles plus rien. Vraie question peut-être con, mais est-ce que l'avis de attendre ce que dit les deux côtés sans dans les VSS c'est aussi un avis de merde? Pour moi c'est important d'écouter ce que l'agresseur a à dire, mais ça ne t'empêche pas de croire la victime et de tenter au maximum de leur donner l'espace pour qu'elle puisse s'exprimer. En gros, Call Out et Justice Punitive sont en tout dernier recours, ouais c'est ça, et quand une question de survie pour votre personne actuellement. Mais surtout que, encore une fois, c'est vraiment pour des questions de personnes minorisées et de personnes marginalisées à la base, la justice transformatrice. Il y a des gros cons comme la Gannerie qui viennent vous expliquer en 4K que en fait on devrait s'intéresser à des cas comme l'affaire Pellico et tout, mais c'est pas du tout de là que ça vient à la base, hein. C'est nous, on s'intéresse vraiment à des situations concrètes, des situations où on peut faire quelque chose. Pas juste essayer d'avoir le meilleur avis moral sur telle grande question, sur une personne connue, c'est bon, stop. Mais là, je pense que le fait que le post d'origine, il s'agit pas d'un témoignage de victime, ça a joué sur la réaction des gens. Je suis un peu d'accord, mais ça aurait dû s'arrêter quand, quelque chose comme 2 heures plus tard, il y a eu les témoignages sur Twitter. Au bout d'un moment. Moi, de base, évidemment, je vois ce truc-là, je vais pas immédiatement me dire... c'est basé cancel Antoine Daniel. Je sais pas, j'attends un peu, une fois... oui, il a gagné, c'est un tocard. Et une fois que j'ai plus de data, et là, en l'occurrence, il y a quand même plusieurs témoignages qui se corroborent sur plusieurs années de la part de personnes qui se connaissent pas, bah ça me semble beaucoup plus solide, tout le monde, désolé. Et encore une fois, en plus, c'est accuser un mec qui est, genre, au sommet de la chaîne alimentaire, quoi. Genre, elles n'ont aucun intérêt de faire ça, aucun. À la base de la base, c'est des autrices noires qui parlaient d'une époque où des noirs étaient massivement pendus à des arbres pour des affaires de viol, réelles ou pas réelles. Exactement. C'est comme ça qu'on a créé à la base les questions de justice alternative. Quid de en vrai, bon angle. Quid de l'instrumentalisation de la parole publique du call-out par l'extrême droite? Et bah l'extrême droite, ils ont bien à fermer leur gueule hein, sur tout ça quand même. Parce que eux, ça va quand même faire genre des mois qu'ils sont en train de défendre Donald Trump, qui traîne genre jusqu'au cou dans des affaires glauquissime d'un autre level que ce qu'ont pu faire nos petits youtubeurs chouffins vaguement de gauche au bout d'un putain de moment. Genre, comment répondre aux droitards? La différence entre nous et les droitards, vous savez c'est quoi? C'est que eux ils pensent qu'il y a que les pédos c'est les gauchistes. Sauf que nous, ce qu'on dit, c'est que les pédos il y en a partout. C'est qu'on a des pédos à gauche, des pédos à droite, des violeurs à gauche, des violeurs à droite, des violeurs partout. Parce que ça fait système. C'est pas une question de ce que tu penses, de comment t'es structuré, de c'est quoi ta morale, de tu es plus de gauche ou plus de droite. Non, les rapports de force entre les hommes et les femmes transcendent tout. D'accord? Dans la société, ça transcende quasi tout en fait. Donc c'est partout, en permanence. Donc vos gueules, si vous pensez que ça dit quoi que ce soit de la gauche. De la même façon que les affaires de VSS à droite ne disent rien de la droite. Par contre, leur capacité à défendre un pédophile à partir du moment où ils sont d'accord avec lui, ça y a qu'à droite. Ça vraiment, genre, des mois et des mois de propagande pour défendre Donald Trump et ça vient nous faire des leçons. Non mais c'est une blague. Sardoche qui soutient les victimes. MDR. Sardoche le pointeur. Sérieux, l'extrême droite, c'est exactement l'extrême droite qui va sur le plateau de Morandini depuis des années alors que tout le monde est au courant que c'est un énorme pédophile, que c'est un prédateur horrible. Genre, niquez vos mères. Vous écoutez les victimes que quand ça vous arrange. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil que quand l'extrême droite, elle instrumentalise une victime de viol qui a été fait par un immigré. Ça les intéresse que quand ça les arrange. Donc, ça sert à rien. Parce que c'est pas en t'intéressant que à ce qui t'arrange que tu résous un problème. Tout simplement. Si eux, ce qui les intéresse, c'est que les gauchistes agresseurs, et c'est que les noirs agresseurs et les arabes agresseurs, ils vont jamais rien résoudre. Au bout d'un moment, nous, on s'intéresse quand même à tous les agresseurs. D'où qu'ils viennent. Et on cherche des solutions pour tout le système en entier. Donc ils peuvent aller se faire enculer l'extrême droite. Ils peuvent aller se faire foutre. Hein. Eux, tu sais, ils sont en mode « Ah, vous êtes hypocrite !» Putain, mais vous défendez théoriquement l'idée qu'un homme doit être agressif et qu'il a le droit de s'en prendre à sa femme. Vous défendez l'idée qu'au sein d'un couple marié, la femme appartient à l'homme. Et vous venez nous faire des leçons sur le féminisme. Non mais à l'aide. On rappelle quand même que l'écrasante majorité de la violence sexuelle, elle est intrafamiliale, hein, d'accord? Ou intraconjugale. Et eux, c'est des gens qui défendent principalement la famille et le mariage hétéronormatif. Hein. Donc,
Vraiment, ils ont aucune leçon à donner à personne. Et merci de m'avoir fait parler un peu de ça parce que j'avais oublié de parler de ça, de comment la droite c'est de la merde, comment ils sont cons. Genre vraiment, tu vois, genre ils se bavent dessus. Genre, je suis désolé, les droitards c'est trop grave. Ils ont vraiment genre de la bave qui coule comme ça en mode non, gauchistes, gauchistes, les gauchistes sont des pédos. Je vais retourner traîner avec Cro-Blanc et Donald Trump du coup. Tu sais, ils ont des avis, on dirait des personnages de South Park, les droitards, c'est trop grave. Que penses-tu de Mintos qui a essayé de rentrer en contact avec l'une des victimes, entre parenthèses, c'est lui qui l'a dit sur son stream. Bah écoute, moi je pense que c'est une bonne chose à faire quand t'es proche d'un agresseur. Je sais pas ce que je pense de l'idée de le dire publiquement. À part, parce qu'en fait, le problème c'est que c'est peut-être un peu maladroit, dans le sens où si ça se trouve, sans t'en rendre compte, t'es en train de lui mettre la pression à la victime en faisant ça. Et du coup, elle va se sentir obligée de te répondre. Et la vérité, c'est que dans ces moments-là, les proches peuvent avoir l'air parfois d'être des agents de silenciation. Et tu peux vite avoir l'impression quand t'as un proche d'un agresseur qui vient te voir pour te poser des questions que c'est pour te faire fermer ta gueule. Donc il faut vraiment prendre de grosses pincettes avec ça. Et je trouve que l'erreur qu'a fait Mintos, c'est plus d'en parler que de l'avoir fait. S'il avait tenté de le faire, qu'on lui avait juste dit non ta gueule et qu'il n'en avait pas parlé, écoutez, vaut mieux contacter des médiateurs exactement qui servent à faire tampon entre le cercle social d'une victime et le cercle social d'un agresseur, plutôt que de faire ça soi-même. C'était entre autres aussi ce qu'on avait reproché à l'époque à Zawa Prod quand ils avaient tenté de faire ce truc-là. Où en fait, au final, ça avait été des coups de pression. Ça n'avait pas du tout été des gens qui tentent de comprendre vraiment ce qui se passe. Ou en tout cas perçus comme des coups de pression. Et donc factuellement des coups de pression. Je pense que ça part d'une bonne intention, mais ça peut être très maladroit quand le médiateur autoproclamé est un ami proche de l'agresseur. Mais alors oui, alors déjà, qu'on se mette bien d'accord, une personne qui fait une médiation, elle ne doit pas être proche ni de l'agresseur, ni de la victime, au bout d'un moment. Genre, les proches, c'est à la limite des consultants. À l'extrême limite des consultants. C'est pas, à eux de prendre la charge de la justice à ce moment-là. Hein. Ils seront forcément biaisés. Hein. C'est le principe même. J'ai vu que pas mal de streamers, de streameuses ont également subi du harcèlement et une obligation de prendre la parole sur le sujet. Ouais. Surtout qu'on va particulièrement plus casser les couilles aux mecs féministes et aux meufs pour prendre la parole particulièrement sur ce sujet-là, parce qu'on va les traiter d'être hypocrites, justement. Parce qu'on a toujours ce sous-entendu hypocrite de je sais pas quoi, donc on va leur demander de se justifier. Alors que, genre, au bout d'un moment, tu sais, tu peux être proche d'un agresseur et ne pas être au courant, et tu peux, le lendemain de l'affaire, ne pas avoir d'avis. T'as le droit de ça, même si t'es une femme connue sur Internet. Je sais que ça peut vous choquer, hein, mais tu as le droit de ne pas avoir d'avis quand, genre, t'es une femme ou un proche ou un ami d'un agresseur. T'as le droit de dire « Désolé, genre, là, je donne juste pas mon avis et je préfère fermer ma gueule et je reste en retrait. Et je prendrai la parole plus tard. » T'as le droit, hein, genre, t'as pas d'obligation, y a pas de performance à avoir, hein, là, tout de suite, c'est pas le projet, c'est pas la question aujourd'hui, genre. T'as le droit d'admettre d'être biaisé, ouais, puis t'as le droit d'avoir un mauvais avis sur le coup, d'être conscient que c'est un mauvais avis et de te dire « Je préfère pas le partager. » Et je garde pour moi. Parce que là, je suis trop émotionnellement investi. Parce que là, genre, c'est un mec que j'aime trop. Et je vais pas avoir un bon avis sur lui. Parce que c'est un mec que je connais depuis des années. Ou parce que c'est un pote à toi depuis des années. Et là, j'ai pas... Genre, me demandez pas d'avoir un avis. Genre, je suis désolé. C'est marrant que c'est les hommes de la team du lundi qui parlent en premier de l'affaire. Bah, en fait, c'est parce que les femmes vont se faire turbo maxi méga harceler aussi. Genre, en vrai de vrai, il y a des dynamiques patriarcales derrière qui expliquent aussi ça. C'est pas juste, genre, le team de lundi, ils sont sexistes, du coup, ils ont laissé parler en premier les hommes. C'est que les hommes, ils sont en première ligne et c'est normal. Tu disais tout à l'heure qu'éduquer les hommes / jeunes hommes ne rusera pas le PB. Quelle prévention au niveau sociétal faire? Plus de vulgarisation concernant les rapports dominants-dominés? Bah, déjà, oui, voilà, c'est genre, parler du fait que la question de l'éducation, déjà, ça ne concerne pas que les enfants. Ça concerne aussi les adultes. Il y a beaucoup de gens qui sont très adultes et qui sont très sexistes. Et ensuite, il ne faut pas le voir comme une question individuelle, mais il faut voir la question de l'éducation comme une charge collective qui est prise en charge du coup par le collectif dans son intégralité, pas juste dans un individu qui fait l'effort lui-même de sa propre volonté d'aller s'informer sur le sujet. Il faut vraiment le voir comme un truc collectif et de structure. Et ensuite, c'est qu'une partie du problème. Genre, la question de l'éducation, c'est ce que je dis, ça résoudra pas tout. Par contre, c'est quand même nécessaire. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a besoin de faire de l'éducation, mais il va aussi falloir remettre en question des dynamiques beaucoup plus concrètes. Genre, par exemple, aujourd'hui, si tu regardes le code civil et ce que raconte le code civil sur le mariage, donc l'institution qui vient structurer le couple,
qui vient même structurer les couples qui ne sont pas mariés, parce qu'en vrai, vu que tous les couples sont structurés par une loi, même les couples qui sont pas structurés exactement par cette loi sont quand même structurés par cette loi de fait. Et donc c'est des choses qui sont à remettre en question. Faut être capable de remettre en question aussi. Genre, quand on dit que les structures sont concrètes, elles sont concrètes et ça passe notamment par ça. Ça passe aussi par des lois très concrètes qui existent et qui sont sexistes. Genre, par exemple, la question de la justice, le fait que la justice, même si c'est pas écrit noir sur blanc, la justice est plus sympa avec les hommes qu'avec les femmes. C'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est quand même un fait, tu vois. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est quelque chose à essayer d'arranger à une échelle collective, à une échelle structurelle. J'espère que ça répond à ta question. Orti a mis un texte sur Insta qui m'a semblé très juste. Je l'ai lu en diagonale et ça m'avait l'air vraiment pas mal aussi. Mais je l'ai pas mis de côté pour parler aujourd'hui de cette affaire, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tant la question des proches que la question de comment réagissent les différentes communautés et tout ce que je vous ai dit avant, quoi. Que penses-tu des arguments récurrents de j'ai été violent car j'étais jeune, / mal éduqué, / malade psy? Bah, en fait, le problème, c'est pas tant ces arguments en tant que tels, parce que bah ils sont assez vrais. Si on les prend tels quels, bah par exemple, tu prends sur le truc des personnes qui ont des troubles psy. Oui, une personne qui est genre bipolaire de type 2, tu vois, il y a des chances qu'elle soit violente et que ça soit pas de sa faute et qu'il faut pas lui en vouloir. C'est des choses qui sont à prendre en compte à ce moment-là, plus au cas par cas. Ça veut aussi dire que beaucoup de victimes en face sont jeunes, exactement. Mais surtout, ça veut dire genre le problème, c'est quand est-ce qu'il est utilisé cet argument-là, tu vois. Quand t'as un peu avancé dans la question, par exemple, de la réhabilitation, c'est des questions qui peuvent se poser. Quand c'est ta première carte piège, dès qu'on t'accuse de quelque chose, et que tu t'en sers juste comme une excuse pour te dédouaner, là, c'est un problème. Parce que, genre, être capable d'expliquer les choses concrètement, ça veut pas dire les excuser. Ne devenez pas Nicolas Sarkozy, tout le monde, s'il vous plaît. Ne devenez pas Gérald Darmanin qui nous explique que commencer à expliquer, c'est commencer à excuser. Genre, oui, tu l'as fait parce que t'étais jeune. Est-ce que ça t'excuse? Ça dépend. Comment t'as réagi après? Parce que pareil, moi, souvent, la question que je me pose, quand quelqu'un commet quelque chose de vraiment dur, c'est pas tant, genre, il y a qu'est-ce qu'il a fait en tant que tel, mais il y a aussi ça a été quoi la suite. Genre, moi, la raison pour laquelle on a ostracisé le mec qui m'a agressé, c'est pas seulement parce qu'il m'a agressé, c'est parce qu'il m'a agressé et qu'il a recommencé. Bah, à ce moment-là, oui, on va l'ostraciser, tu vois. Et le fait que quand il a fait ça, il était juste pas formé politiquement ou pas, je sais pas quoi. Et d'ailleurs, le fait que ce soit un gros autiste a un rapport avec le fait qu'il m'a agressé. Ça a un rapport. Le fait qu'il soit addict, c'est pas sa faute s'il est addict en vrai. Genre, tu sais, il est alcoolique. Et quand il est bourré, de fait, il agresse plus les gens. C'est quelque chose que tu peux expliquer. C'est une explication. C'est pas une excuse. C'était Manuel Valls, la texte. Pardon, désolé, je confonds les droitards fascistes. Est-ce que tu as des exemples de déplatformation venant de les viewers uniquement qui a fonctionné? Dani Caligula. C'est ce que je vous disais, tout le monde était choqué quand j'ai dit que ce qui s'est passé avec Dani, ça changeait un peu de d'habitude. Tout le monde m'est tombé dessus en mode non, désolé, mais d'habitude le mec il continue à faire des vidéos et tout le monde s'en branle. C'est rare en vrai ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est pas parfait, c'est loin d'être parfait. Mais c'est rare. Dani et Antoine qui traînaient ensemble quand ils étaient jeunes d'ailleurs. Au passage. Écoutez, je pense que j'ai vraiment dit, j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et je vais couper la capsule, je pense, à partir d'ici. Genre, ça va faire 1 heure, bientôt 2 heures qu'on en parle. Je pense que c'est. Je pense qu'on est arrivé un peu au bout du sujet. Quoi qu'il arrive, YouTube, hésite surtout pas à t'abonner, lâcher un pouce, partager la vidéo, surtout ce genre de vidéo, tu vois. Ce genre de vidéo, c'est comme la vidéo sur Epstein. Franchement, je trouve qu'elles sont un peu importantes. Et c'est pas juste pour moi, mon buzz perso, que je demande à ce qu'on la partage. C'est aussi parce que je trouve que c'est un avis qui change vraiment de la moyenne. Et que j'aimerais entendre plus souvent. Donc pour le coup, genre, si tu peux la partager, ce serait cool, la booster, tout ce que tu veux, ce serait vraiment bien. Gros bisous YouTube, si tu veux avoir mes liens, tout est en description, bien sûr. N'hésite pas à nous rejoindre aussi en stream. Gros bisous YouTube et grosse force pour la suite. En particulier si t'as été une victime. Bah, je dirais de Antoine Daniel, mais en fait non, genre toutes les victimes. Toutes les victimes qui ont vécu ce genre de choses, on a une pensée pour vous. On est ensemble. Et moi j'ai une pensée pour toutes les victimes de ce genre de violence. Et j'ai aussi une pensée pour tous les fans de Antoine Daniel qui sont perdus. Tous les gens que cette histoire a, en vérité, légitimement mis en souffrance, parce que encore une fois tu peux être au fond de ta dépression et ce mec ça pouvait être le seul mec qui te fait rire sur internet et quand ça t'arrive, en vrai c'est horrible. Donc je pense aussi à vous et voilà, gros bisous, on est tous ensemble, kiss
Et on va aller de l'avant, et on va essayer de faire en sorte de vivre dans un monde où ce genre de choses arrive de moins en moins souvent. Mais il y a beaucoup de travail pour ça, tout le monde. Allez, gros bisous. Watching clouds, LA, I be pulling in a solo.